Et bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de venir à cette masterclass sur le lancement de la plateforme GBS. Je suis Arthur Campredon. J'espère que vous m'entendez bien. Vous me dites si je parle trop fort ou pas assez fort. Euh, je suis Arthur Campredon. Je suis directeur de la mesure d'empreinte à CDC Biodiversité. CDC Biodiversité, c'est une entreprise filiale à 100% de la Caisse des dépôts qui a été créée en 2008 et qui avait pour objet de créer des solutions et marchés et outils innovants pour traiter le sujet de la biodiversité dans son ensemble. Ça a été lancé d'abord sur des sujets de renaturation sur site, donc c'est tous les enjeux de compensation écologique. Et depuis 2015-2016, on développe le GBS, le fameux Global Biodiversity Score, qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, et donc qui est, comme vous allez le voir assez rapidement sur les slides, le pendant, ce qu'on essaie de positionner comme le pendant en tout cas du bilan carbone pour la biodiversité. Aujourd'hui, dans ma présentation, je vais essayer de parler bien sûr de la plateforme qu'on lance, parce que c'est une plateforme qui est le résultat de 10 ans de réflexion, de développement, d'outillage, de lien avec le secteur privé, mais également revenir sur l'outil en tant que tel, au-delà de la plateforme bien sûr, la méthodologie sous-jacente et les enjeux un petit peu aujourd'hui de diffusion au maximum des sujets de biodiversité au sein du secteur privé. On part du bilan carbone, pourquoi? Puisque c'était un peu l'objet des réflexions en 2015, quand un jeune étudiant prometteur est venu toquer à la porte de CDC Biodiversité en disant écoutez, j'ai une idée, il y a un bilan carbone qui a été développé par l'ADEME en 2000. Moi, j'ai envie de développer le même chose pour la biodiversité. On va pouvoir essayer de quantifier les impacts de la biodiversité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le tout agrégé en une métrique unique et donc pilotable par une entreprise, par une institution financière, par une collectivité, par un État, par tout le monde, par l'individu maintenant, aujourd'hui même. Et donc vraiment, suivant un petit peu ces mêmes principes-là, l'idée d'un bilan biodiversité, d'une empreinte biodiversité a fait son chemin. Et donc là, je partais de l'empreinte carbone. Pourquoi? Puisque c'est vraiment toutes ces mêmes réflexions qu'on a essayé de prendre en compte. Vraiment, c'est des méthodologies sous-jacentes qui sont très complexes, qui sont multiples, multidimensionnelles. Le nombre de bases de données d'analyse de cycle de vie qui expliquent l'empreinte carbone de tel ou tel produit, de telle ou telle commodité. Vraiment, tout ça, c'est très, 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 très complexe en sous-jacent. Et pourtant, c'est aujourd'hui un outil qui est assez simple d'utilisation, dans une métrique, l'équivalent tonne CO2, qui est plus ou moins maîtrisé par l'ensemble des concitoyens aujourd'hui, qui est donc à peu près les mêmes ordres de grandeur de 2 tonnes d'équivalent tonne CO2, c'est à peu près ça, c'est à peu près le budget annuel qu'on devrait respecter pour suivre une trajectoire 2050 de neutralité carbone. Voilà, en fait, tous ces sujets-là, c'est les mêmes sujets qu'on a côté biodiversité. L'idée de créer un outil, une méthodologie qui soit complexe en sous-jacent, mais simple d'utiliser, avec une métrique qui puisse représenter un petit peu les mêmes ordres de grandeur pour les concitoyens, pour les scientifiques, pour les décideurs, côté entreprise, côté étatique. Voilà, donc vraiment cet ensemble-là, et qui permet donc un vrai pilotage à la fin. Et c'est ce vers quoi on va essayer de pousser tout au long de la présentation, un vrai pilotage donc de trajectoire et d'alignement avec les grands objectifs environnementaux, comme les bilans carbone. Vraiment, on part de ça, et c'est vraiment un élément vraiment clair dans ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc ma présentation aujourd'hui, ça revient sur la même chose. C'est-à-dire que, grosso modo, on a les mêmes besoins côté biodiversité que côté carbone. On a eu, je vais y revenir un petit peu plus loin dans ma présentation, on a une grosse prise de conscience de la crise de biodiversité, des réglementations qui ont commencé à se démultiplier sur le sujet de biodiversité, en particulier d'abord pour les institutions financières et les acteurs financiers, maintenant pour les entreprises. Et donc voilà, cette prise de conscience globale, à la fois par les médias, par les communautés scientifiques, par les entreprises, elle doit s'accompagner en même titre de développement d'outils pour les outiller, pour qu'ils soient capables de vraiment de suivre leur plan d'action, de suivre des stratégies, le tout de manière le plus scientifiquement robuste, le plus transparent, le plus ouvert, et donc pour éviter un peu les effets de niche, de greenwashing, pour les éviter d'avoir trop d'éléments qualificatifs sans vraiment pouvoir le positionner en termes d'ordre de grandeur des véritables enjeux de biodiversité. En fait, tous ces sujets-là qui sont vraiment au cœur du développement de cet outil-là. Je vais commencer par la fin, et après je vais revenir un petit peu. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le lancement d'une plateforme. C'est une plateforme qui est donc une plateforme en ligne qui sera disponible à partir du 6 octobre prochain, qui est donc à destination de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient institutions financières, entreprises, collectivités, individus. Tout un chacun pourra accéder à cette plateforme via un modèle de licence, etc. Donc tous ces éléments-là vont être présentés au fur et à mesure. Mais c'est un peu l'aboutissement de, comme je le disais, des calculs de coin de table, du développement méthodologique et d'outillage et de code un petit peu
voilà, un petit peu sur un coin de table, comme je disais, parce que c'était quelque chose qu'on a développé, qui a été financé par la Caisse des dépôts depuis 10 ans, mais qui est porté par une petite équipe, qu'on essaie de faire notre maximum pour rendre l'outil le plus accessible, le plus facile d'utilisation. Mais aujourd'hui, c'était quand même qu'un repo GitHub qui devait télécharger son ordinateur, le faire tourner. Enfin, c'était vraiment un enfer, il y avait des bugs tout le temps. Nous, on a une équipe dédiée à la résolution du bug qui passe un temps fou au lieu de pouvoir continuer à développer l'outil. Et donc, c'est un peu dans cette veine-là qu'on lance aujourd'hui une plateforme en ligne avec du coup la possibilité de mettre et de faire soi-même son bilan biodiversité avec ses propres données d'entrée, en faisant tourner l'outil rapidement et en des résultats qui soient du coup actionnables, opérables, qui vous disent un petit peu grosso modo quels sont vos grosses postes d'impact, vos grosses postes de dépendance et comment adresser un petit peu tous ces éléments-là. Mais pour vous présenter ça, je vais faire un petit rebond en arrière pour vous présenter c'est quoi le GBS, comment ça fonctionne et pourquoi on a décidé de le positionner aujourd'hui et pourquoi est-ce que la Caisse des dépôts depuis 10 ans finance du coup cet outil-là et nous permet de le déployer aujourd'hui dans une équipe qui aujourd'hui fait plus de 30 personnes pour essayer de déployer cet outil. Alors, d'abord, une première question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut mesurer la biodiversité? Pourquoi est-ce qu'on veut mesurer la biodiversité? Il faut repartir de qu'est-ce qu'on veut mesurer. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Et donc, ça veut dire qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Vous avez eu quelques éléments. Je sais qu'il y a eu une discussion juste avant avec Laura sur quelques éléments de biodiversité. On commence à en parler de plus en plus. Et pourtant, c'est un mot qui est toujours assez récent. Il date de 92. C'est l'évolution de ce terme suivant qui nous permet donc de caractériser la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. La diversité du vivant, en quelque sorte, si je dois pouvoir résumer ces éléments-là, et donc qui est compris en termes de différentes composantes. Vous avez donc ce qu'on appelle de l'abondance, donc le niveau d'espèces. Est-ce qu'il y a l'espèce, il y a beaucoup au sein de la même espèce, beaucoup d'individus, on va dire. Au sein de la richesse aussi, la richesse, c'est-à-dire des différences, diversité en termes d'espèces au sein même du coup d'une catégorie. Est-ce que c'est de la faune, de la flore, etc. Et puis bien sûr toutes les interactions qu'elles ont entre elles, qui forment le vivant et qui forment les écosystèmes, qui sont aujourd'hui du coup en danger du fait d'une crise qui est largement documentée aujourd'hui. Largement documentée. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un moment où on a beaucoup parlé de la crise climatique. On a tous très conscience des limites qu'on doit pouvoir avoir dans notre activité, de la trajectoire qu'on doit pouvoir avoir de la neutralité carbone et de réduction de l'augmentation du coup de la surface sur la planète. Autant sur la biodiversité, malgré le fait que fait, c'est très documenté par la communauté scientifique, aujourd'hui, c'est encore pas assez présent dans nos consciences, dans notre façon de voir un petit peu notre action en tant que citoyen, notre action en tant qu'entreprise, notre action en tant que gouvernement. Et donc c'est un peu dans ce sens-là que moi, mon message aujourd'hui, c'est aussi un message d'alerte. Il y a la crise climatique, mais il y a aussi la crise de biodiversité qui menace encore plus fortement nos économies, notre façon de vivre, nos business models, des entreprises, des États, un petit peu tout le monde, même nous en tant qu'individus. Et donc notre possibilité de pouvoir enrayer cette crise et de pouvoir apporter des solutions et des réponses. Et les solutions et des réponses, en fait, on a commencé à les avoir via des outils qui permettent donc de pouvoir caractériser quelle est ma part de responsabilité sur ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la perte de biodiversité. Alors là, il y a quelques notions que je vais introduire un petit peu plus tard, donc comme par exemple la métrique que j'utilise, donc la MSA, qui nous permet donc de caractériser un niveau d'un écosystème, donc son intégrité. C'est-à-dire qu'un écosystème du coup complètement pristine, qui n'a pas du tout été perturbé par l'homme, on va dire que c'est un niveau de MSA, donc d'abondance moyenne des espèces, donc Mean Species Abundance, à 100%. Et donc là, vous voyez que selon une étude en 2010, on était à 68% de biodiversité restante, donc d'intégrité des écosystèmes au niveau mondial. En fait, là, on voit que la trajectoire, elle est du même type que la trajectoire climatique, c'est-à-dire les écosystèmes s'effondrent. Et donc, si on ne fait rien et qu'on continue dans un scénario business as usual, on va du coup vers 10% de pertes supplémentaires et donc à un niveau de biodiversité restante de 58,5%. Et donc, en fait, ces éléments-là, ça doit nous alerter sur... Ça peut paraître petit, en fait, ces 10%, mais en fait, c'est énorme. On ne se rend pas du tout compte, au même titre que le climat, les effets cliqués, des effets d'ordre de grandeur, des effets... en fait, si jamais, du coup, je perds ce niveau de biodiversité dans tel écosystème, et en fait, ça peut se chuter complètement d'un coup. En fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas, que la communauté scientifique ne maîtrise pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une grave crise. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les responsabilités sont partagées entre tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, individuels ou collectifs, et qu'il faut les adresser collectivement. Et que c'est un peu dans cet ordre d'idées qu'on a créé donc, le GBS et toutes les solutions qu'on essaie de mettre en œuvre. Ça, c'est grosso modo un petit peu le pendant de ce que nous, on essaie de faire par rapport au climat. C'est-à-dire que vous avez le même type de scénario SSP2, que vous devez tous connaître, c'est le scénario central de la trajectoire climatique.
Et grosso modo, un petit peu comme ce qu'on vise, c'est-à-dire avec la limitation de entre 1,5 et 2 degrés côté climat, nous on a un petit peu la même zone, c'est-à-dire c'est 72% de biodiversité restante, donc d'intégrité d'écosystème, qu'on doit pouvoir retrouver à terme et qui se retrouve dans l'esprit de l'accord de Communes-Montréal, qui est, avec des gros guillemets, le pendant de l'accord de Paris pour la biodiversité. L'accord de Paris 2015, ça nous donne la trajectoire globale. 2022, accord de Communes-Montréal, COP 15, c'est la même chose. On se donne la même trajectoire, les mêmes moyens d'y adresser. Maintenant, il faut que du coup que collectivement on s'y mette pour pouvoir donc avoir ce scénario-là et avoir le respect de cet objectif A, qui est un petit peu l'équivalent de ce 1,5 degré et 2 degrés côté climat, qui nous permet d'avoir cette trajectoire, cette direction à avoir collectivement. C'est important de cette courbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est encore plus ambitieux que la trajectoire sur le climat. La trajectoire sur le climat, en fait, c'est simple, oui et non. On voit bien qu'à quel point c'est compliqué, mais on doit réduire son impact négatif, donc on doit réduire la hausse de la température sur Terre. Ici, c'est différent. On doit non seulement réduire nos impacts à zéro, mais on doit après régénérer les écosystèmes pour revenir dans ce que nous on appelle la zone fonctionnelle de la biodiversité au niveau terrestre et aquatique et marin, c'est le niveau de 72%. Comme vous avez pu le voir avant, on est plutôt dans une trajectoire de entre 68 et 58. Tout ça sont bien sûr des ordres de grandeur. Mais l'idée, c'est de pouvoir du coup avoir ce regain et donc à la fois les États, à la fois les collectivités, à la fois les entreprises et les institutions financières, non seulement réduisent leurs impacts à zéro, leurs impacts nets année après année, mais aussi à la fin puissent participer de la régénération de notre économie, de participer, de contribuer à un monde, ce qu'on appelle nature positive. Et donc voilà, c'est vraiment tout ce cadre-là que nous, on essaye, d'un point de vue méthodologique, de prendre en compte pour donner donc les moyens à tout un chacun de pouvoir adresser tout ça. Ça crée des risques, ça c'est pas nouveau, ça c'est un langage que vous connaissez sûrement, ça vient du langage climat. Encore une fois, on n'a rien inventé, on s'est dit on prend le climat, les CFO, tous les directeurs de développement durable, tous les CEO connaissent le langage, on va le calquer, comme ça en fait on va parler leur même langue et on va pouvoir du coup donner des solutions qui puissent être compréhensibles pour tout un chacun. Là c'est pareil, on a des impacts, des dépendances qui créent des risques de transition, qui créent des risques physiques. C'est une boucle de rétroaction, tout ça c'est rien de nouveau, mais ça marche pour le climat, ça marche pour la biodiversité et c'est d'autant plus vrai que en fait, ça interagit beaucoup avec la crise climatique. Donc vous allez avoir des effets qui vont pouvoir avoir dans un sens et dans l'autre, être à la fois bénéfiques pour l'un et l'autre, et à la fois être plutôt négatifs pour l'un et l'autre, et donc à entraîner des effets d'entraînement et des cercles négatifs. Et donc vraiment avoir ces éléments-là, vous êtes une organisation, vous êtes une institution financière, vous êtes une entreprise, vous avez forcément des risques liés à la perte de biodiversité. Vous en avez sûrement déjà vu un ou deux. On peut penser au plus obvious, par exemple la pollinisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parle pour beaucoup. On a bien vu que il y a maintenant, aux États-Unis, dans pas mal de zones du monde, on pollinise avec des drones. Ça coûte de l'argent. Non seulement ça coûte de l'argent, mais aussi ça pose la question de est-ce que c'est une type de société qu'on a envie? Je suis pas sûr, mais après, je suis libre à chacun de penser ce qu'il veut là-dessus. Néanmoins, voilà, ça pose des questions. Il y a de l'argent, il y a un risque associé qui peut être traduit en perte financière, et donc il faut adresser. Ça, c'est un langage qui est important pour nous parce que c'est une porte d'entrée aussi pour les entreprises, pour les institutions financières, pour leur faire comprendre que bien sûr, il y a des choses qui sont intéressantes d'un point de vue d'intérêt général et de direction collective vers une trajectoire d'alignement, mais aussi d'un point de vue purement rationnel économiquement, court terme, moyen terme, long terme, j'ai des enjeux, j'ai des risques, je dois pouvoir les adresser. Voilà, rien de nouveau. Alors, ça, c'est grosso modo comment va fonctionner notre outil. L'outil qu'on a créé, et puis beaucoup d'autres outils un petit peu qui voient le jour aujourd'hui pour mesurer la biodiversité, on parle de pression sur la biodiversité. Pression, c'est vraiment un terme qui est essentiel aujourd'hui pour vous, pour bien comprendre quels sont les facteurs d'impact sur la biodiversité. En fait, ça vient de l'IPBES. L'IPBES, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'équivalent du GIEC côté biodiversité, qui rassemble en tout cas beaucoup d'éminence et beaucoup d'intelligence sur l'ensemble en une plateforme intergouvernementale qui réunit du coup un nombre de scientifiques. L'idée d'un rapport de 2019, c'est de dire en fait il y a 5 facteurs de grande pression qui créent des impacts sur la biodiversité. Et ces facteurs de pression, ils sont à la fois importants pour être pris en compte en tant que tels, c'est-à-dire de pouvoir pour l'entreprise de piloter ces pressions-là, et en parallèle d'avoir cette vision donc agrégée que permet donc un outil comme le GBS de mesure d'empreinte qui donc agrège des résultats de l'ensemble de ces pressions-là. Alors on voit bien que toutes les pressions ne sont pas encore couvertes. Je m'explique en 2 minutes. Espèces exotiques envahissantes, ce n'est pas couvert aujourd'hui. C'est pas faute de s'y être attaqué. Moi j'ai une équipe de développeurs qui passent leur temps à regarder les bases de données au niveau mondial pour savoir s'ils sont capables de reconstituer une relation entre une pression et un impact. Et donc pouvoir dire si telle pression, imaginons, si je prends une autre pollution, une émission de tant d'azote sur telle zone et tel type d'écosystème, je sais que ça va perturber a priori
de temps en niveau de MSA les écosystèmes ciblés par cette émission d'azote. Il y a beaucoup de documents et beaucoup de recherches scientifiques qui nous permettent de faire ça, et donc c'est la façon dont on va travailler. Aujourd'hui, ça ne permet pas pour les espèces éco-envahissantes, on ne maîtrise pas, et la communauté scientifique ne maîtrise pas. On essaie de développer, on a des stages en cours, on a pas mal de réflexions en cours, mais ce n'est pas encore complètement abouti. L'écosystème marin, c'est à peu près la même chose, sauf que nous, on essaie de s'y attaquer un peu plus frontalement. Pourquoi? Parce que ça nous semble être un jeu d'autant plus important que ça représente une énorme part de la biodiversité au niveau mondial. On connaît très bien la biodiversité terrestre, on la connaît très bien, on la maîtrise très bien. Dans les océans, en fait, on ne maîtrise pas. Et ce n'est pas nous qui ne maîtrisons pas, c'est l'ensemble de la communauté. Et pourtant, ce qu'on sait, c'est que c'est des réserves énormes de biodiversité qui sont nécessaires à l'équilibre de la planète, à l'équilibre de la vie et les interactions entre les écosystèmes, etc. etc. Donc voilà, là, c'est juste pour vous dire que c'est ce qu'on couvre. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est qu'il faut piloter tout ça d'un point de vue pression. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis une entreprise. Je vais pouvoir piloter, comme je vais vous l'expliquer avec le GBS, mon empreinte. Donc en MSA, avoir ma trajectoire. Et en parallèle, je vais pouvoir piloter par exemple mon changement d'usage des sols en direct, pas forcément en MSA. Et ça, c'est important. Et ça, c'est les cadres aussi, les cadres qui sont poussés par d'autres organismes, comme l'USBTN, qui est le pendant de SBTI côté nature, et puis même d'autres organismes comme la CSRD, etc., qui parlent aussi de ce niveau pression, en plus de ce niveau impact. C'est hyper important pour avoir un peu les doubles aspects. Et donc là, on voit le changement climatique, et donc ça fait par rapport en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Le changement climatique est un des principaux facteurs de crise de la biodiversité. La hausse des températures au niveau mondial perturbe énormément les écosystèmes. Et donc, les entreprises, les individus, tout le monde, on a une responsabilité par rapport à ça. Et donc, il faut l'adresser à la fois au titre de la trajectoire carbone, mais également au titre de la biodiversité. Alors ça, je vais m'arrêter un tout petit peu pour que vous compreniez bien ce que c'est que la MSA. Parce qu'en fait, nous, notre... Oula, ça chante fort. Je ne vais pas prêter à vocaliser, moi, je vous préviens. Du coup, la MSA, nous, notre objectif, c'est d'essayer d'en faire l'étalon de référence comme l'équivalent en tonnes de CO2. C'est-à-dire que ça devienne le langage commun. Et c'est hyper important, et c'est très difficile pour être tout à fait honnête, puisque ça demande du coup d'avoir tout un schéma, toutes des références sectorielles, que en fait, tout un chacun puisse avoir une bonne référence sur à peu près tant de MSA km². Moi, je l'imagine comme à peu près tant d'impact, qui est grosso modo ce que peut faire un individu ou une entreprise ou un secteur. Donc pour l'instant, autant les ordres de grandeur côté climat sont bien connus et maîtrisés par tout le monde, autant côté MSA, on n'y est pas. Mais comment ça marche? Un MSA, c'est ce que je disais tout à l'heure, le MSA en tant que tel, c'est vraiment le niveau d'intégrité d'un écosystème. Ça a été créé par le PBL. Le PBL, c'est un espèce d'équivalent de l'ADEME côté néerlandais. C'est une agence d'État qui est un peu plus tournée vers la recherche scientifique que l'ADEME, qui est un peu plus un côté plus opérationnel, mais grosso modo, c'est le même ordre d'idée. C'est une nation para-étatique qui s'occupe de la transition. Et donc, eux, ils ont développé plusieurs choses, des modèles de relations pression-impact, comme j'expliquais tout à l'heure. Tant de changement d'usage des sols égale tant d'impact en MSA sur tel écosystème. Donc ça, c'est des méta-analyses, ils vont les regarder, ils vont les compter les taxons, etc. etc. Et aussi cette métrique, parce qu'en fait, il fallait une métrique. Donc ils l'ont créée. Et aujourd'hui, c'est une métrique qui est utilisée beaucoup en Europe continentale, surtout, beaucoup aux Pays-Bas et beaucoup en France. Et donc voilà, on essaie de pouvoir la pousser, la développer au sein des différents cadres. Et voilà comment ça fonctionne. Donc c'est un MSA km², donc un MSA, la partie MSA, ça correspond vraiment à ce niveau d'intégrité de l'écosystème entre 0 et 100% pour rappel. Là, vous avez un exemple, forêt naturelle, plantation. Forêt naturelle, donc on est bien à 100% de biodiversité. Une plantation, on est à 30% de biodiversité restante et donc un delta de 70%. Et donc ça, on retrouve dans ce qu'on appelle l'intégration surfacique de cette MSA qui permet de l'exprimer en un impact. Parce que vous l'imaginez bien, de dire qu'en fait, telle entreprise a un niveau de 63% de MSA, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, de dire que grosso modo, étant donné qu'on agrège toutes ces pressions-là et qu'on les transforme en MSA km², on est capable de dire que cette entreprise, par contre, a 63 MSA km² d'impact. Comment on calcule ça? Vous avez un exemple sur la droite. Pour 100 km², 100 km² de forêt naturelle qui passe donc de 100% à 30%. Et donc à la fin, on se retrouve donc à 100% moins 30% fois 100 km² à 70% de MSA km², qui correspond donc à la destruction totale de 70 km² de biodiversité. Voilà, donc ça c'est un équivalent surfacique, mais ça marche pour toutes les pressions. C'est juste pour faciliter l'appropriation de la métrique pour tout le monde. Changement de gel des sols, c'est très obvious pour tout le monde du coup. Par contre, ça marche aussi pour le changement climatique, ça marche aussi pour les pollutions et l'exploitation des ressources. Là, je vais plutôt du coup m'attarder sur le GBS en tant que tel.
Le GBS en tant que tel, donc c'est vraiment un bilan carbone comparativement, c'est-à-dire que vous avez en entrée des données d'activité d'une entreprise en général, mais d'une institution financière ou d'un individu. Moi, du coup, j'ai tant de chiffre d'affaires dans tel secteur, dans telle zone géographique, ou alors moi, j'ai tant de consommation d'eau en mètres cubes, ou alors moi, entreprise, j'ai tant d'émissions de carbone, donc d'équivalent tonnes CO2, sur telle partie de tel périmètre de mon entreprise. Et donc ça, c'est tout ça, hein, tout ce que je viens de vous dire, c'est des données qui peuvent être rentrées directement de l'outil. Ça, c'est ce qu'on appelle les données de chiffre d'affaires et d'achat. Et ensuite, vous avez les données d'inventaire que j'ai décrites, les données de mètres cubes d'eau, les données d'émissions d'azote et de phosphore pour les pollutions, les données de l'Indius, donc de combien je vais artificialiser, et puis même au-delà de ça, le niveau de biodiversité restante, donc en MSA pur, sur les parcelles que je détiens, en foncier par exemple. Et ensuite, on va aller sur des données de pression. Ça, c'est les données encore plus précises qui correspondent vraiment à ces données-là, c'est-à-dire vraiment concrètement, en termes de pollution, quelle est la concentration d'azote de phosphore que je vais pouvoir mettre en avant, moi, dans mes activités, etc., etc. Et tout ça jusqu'à des impacts et des états de la biodiversité, donc jusqu'à des données terrain. Et ça, c'est important, puisque en fait, la boucle sera bouclée quand vraiment on pourra avoir des données de terrain, donc ces données d'écologues, de prélèvement, sur telle parcelle, qui pourront être donc ajoutées au sein de l'outil pour le rendre d'autant plus précis. Puisque comme vous pouvez l'imaginer, en fait, plus on est à gauche de la slide, moins le résultat à la fin sera précis. Puisqu'en fait, vous imaginez bien qu'avec des données de chiffre d'affaires de telle entreprise présente dans tel secteur géographique, présente dans tel secteur d'activité, et bien en fait, les conclusions qu'on va avoir seront par définition très sectorielles et donc peu adaptées au profil de l'entreprise, à son business model, et donc peu actionnables à la fin. Et donc l'idée, vraiment, et d'autant plus que le résultat ne sera pas très précis. Et donc potentiellement, on peut avoir des questions d'incertitude, de greenwashing ou quoi que ce soit. Et donc, nous, ce qu'on pousse énormément, c'est donc à être un peu dans tout ce mouvement pour la donnée. Voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé de data aujourd'hui à Big, et puis même d'une manière générale, on parle beaucoup de data. En fait, c'est essentiel. C'est essentiel aussi pour nous. Pourquoi? Parce que le plus les entreprises publieront leurs données, le plus on aura dans l'écosystème quelque chose d'un peu sain en termes de données. Moi, je vais être obligé de dire que sur tel périmètre d'activité, j'émets tant de CO2, ou alors je consomme tant d'eau, ou alors j'ai tant de surface artificialisée. Et donc nous, c'est d'autant de données qu'on peut rentrer dans l'outil nous-mêmes, par exemple pour calculer l'impact d'un portefeuille, ou je vais plus loin pour calculer l'impact de la France. Nous, ce qu'on pousse énormément et ce qu'on fait là, c'est calculer l'impact aussi niveau pays, pour se dire, en fait, il y a des trajectoires qui sont faites donc niveau entreprise, comme le bilan carbone, mais aussi niveau pays. Et comme ça, on devient un écosystème un peu sain où on parle la même langue, on a aujourd'hui les mêmes métriques, on a à peu près la même façon de penser, pression, impact, nature, terrain, etc. Et donc ça, c'est vraiment un exemple de fonctionnement. Nous, ça, en fait, c'est des outils qu'on a développés qui permettent de faire cette transformation de la donnée. Aujourd'hui, donc, c'est 6 développeurs qui, tous les jours, développent l'outil, cherchent des nouvelles bases de données, et ça depuis 10 ans. Et donc ça, c'est incroyable ce que nous permet de faire la Caisse des dépôts, puisque c'est un financement qui est directement fléché vers cette petite équipe au sein de mon équipe, qui donc permet vraiment d'avoir ce développement de l'outil et donc continuer d'avoir des outils internes qui soient de plus en plus précis. C'est quelque chose dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, c'est les dépendances. C'est une petite partie de l'outil, parce que nous, on s'intéresse quand même assez essentiellement aux impacts, mais qui nous semble aussi être une bonne porte d'entrée pour les entreprises, pour comprendre leurs interactions avec la nature, et la façon dont elles peuvent agir, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Puisque c'est directement lié à leur business model, met directement en péril certains d'éléments en fait, qui vont être de développement de tel secteur d'activité dans telle région du monde. Attention, vous voyez bien que du coup, en termes de nappe phréatique, de consommation d'eau, vous êtes en danger de cette zone-là. Du coup, en fait, vous devez par définition commencer à adresser ce sujet-là. Donc en termes de pilotage, on est bien moins loin que ce qu'on peut faire sur Impact, mais néanmoins, ça permet du coup de donner quelques ordres de grandeur et quelques idées, et convaincre, en tout cas, beaucoup d'entreprises et d'acteurs privés et publics d'agir sur le sujet. Alors, une fois que j'ai parlé de ça, du coup, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous présenter à quel point aujourd'hui, donc c'était un peu du brick et de broc, et qu'on essaye, tant bien que mal, de se professionnaliser. Professionnaliser, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans un moment où, autant il y a 4 ans, on nous pardonnait le fait qu'on était une équipe de bricoleurs, autant aujourd'hui, ça devient sérieux, il y a des exigences de reporting, c'est pris au sérieux par les boîtes, en tout cas celles qui le font vraiment, en tout cas on l'appelle de nos voeux. Et aujourd'hui, on doit pouvoir être à même d'accompagner ce mouvement-là. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé donc, dans le développement d'une plateforme donc, en ligne qui donc permet
au lieu d'avoir quelque chose que j'expliquais au début, un outil un petit peu que vous pouvez télécharger, qui est complexe à utiliser, etc., quelque chose de beaucoup plus accessible, qui est donc directement accessible en ligne, qui permet donc en fait tout un chacun de pouvoir calculer son empreinte et ensuite de pouvoir commencer à dire bah, en fait voilà, moi je suis cette entreprise là, je vois mon empreinte c'est ça en fonction des données d'entrée que j'ai pu rentrer dans l'outil comme j'ai expliqué tout à l'heure, et bien je vais pouvoir commencer à mettre des plans d'action, commencer à adresser les sujets puisque bah, je vois que dans les résultats c'est plutôt cette partie là de mon activité qui est impactante, c'est plutôt telle pression et c'est plutôt tel scope, scope 1, scope 2, scope 3, on a le même langage, on a la même répartition, etc. etc. Et donc vraiment cet outil là est vraiment fait pour fluidifier notre utilisation. Massifier, j'en sais rien, on verra, on espère, on n'en est pas là, hein, mais en tout cas, on espère, c'est quelque chose qui en tout cas participe de ça, puisqu'aujourd'hui on nous reprochait quand même beaucoup de pouvoir, de la complexité de l'outil, etc. Ce qu'on n'arrivera pas à simplifier, c'est vraiment toute la partie compréhension de la biodiversité. Par définition, quand on veut faire quelque chose de sérieux d'un point de vue empreinte, il faut s'intéresser au sujet, il faut comprendre la métrique, il faut comprendre la répartition entre les différentes pressions, il y a des choses qu'il faut comprendre. Donc, ça ne simplifiera pas tout. Néanmoins, d'un point de vue purement utilisateur, et c'est pour ça que je remercie du coup BPI pour l'invitation, c'est d'un point de vue purement expérience client, en tout cas expérience utilisateur, on a quelque chose qui a vraiment beaucoup de changements par rapport à avant, et je vous confirme, moi avant de rejoindre il y a 2 ans et demi, 3 ans CDC Biodiversité, je venais du Trésor. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit oulala, mais je ne comprenais vraiment rien, honnêtement, je ne comprenais rien, comment c'était passé, toutes les lignes de code, tout ça était directement dans l'outil quand on le téléchargeait, donc en fait je comprends que ça effraie, et je comprends que ça puisse du coup créer un petit peu de ce schéma de réticence, oulala, c'est beaucoup trop compliqué, etc. Ça ne l'est pas, les sous-jacents, comme j'expliquais, sont compliqués, mais du coup l'idée c'est de pouvoir avoir ce parcours client un petit peu naturel. Alors ça, du coup, c'est un exemple du coup, de pilotage des résultats. Donc vous allez pouvoir avoir votre données d'entrée, donc c'est l'idée de pouvoir toujours avec des fichiers Excel pouvoir rentrer dans la base de données et donc dans l'outil tous les données d'entrée que vous pouvez avoir qui sont structurées en fonction de votre activité, en fonction des pressions, en fonction de vos commodités, des matières premières que vous utilisez et que vous consommez en tant qu'entreprise. Donc tous ces fichiers là donc sont organisés, ils sont déployés sur l'outil et donc vous avez une présentation des résultats telle qu'elle est avec du coup des résultats directement donc répartissables entre, comme vous pouvez voir, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le réalme. Est-ce que c'est plutôt du coup de l'écosystème terrestre, écosystème aquatique, en fonction donc de la façon dont on va pouvoir compter, donc la façon donc ce que j'ai pas introduit aujourd'hui, mais ce qu'on appelle des pertes périodiques ou des pertes accumulées, ce qui est nécessaire en comptabilité biodiversité par rapport au climat. Comme j'ai dit au début, on accumule des pertes, donc en fait on dégrade la biodiversité. Et comme il faut régénérer, il faut savoir où est-ce qu'il faut régénérer. Donc il faut savoir où est-ce que sont les pertes dans le passé pour pouvoir les adresser. Et donc ça, du coup, vous allez pouvoir avoir des répartitions donc directement avec un pilotage en direct sur l'outil. En vrai, ça semble rien, mais par rapport à ce qu'on avait jusqu'alors, je vous assure que c'est énorme. Et au niveau de l'organisation, et là, donc, c'est vraiment pouvoir piloter au niveau de votre groupe, c'est-à-dire, imaginons que je suis un conglomérat, soit financier, soit non financier. Bah, j'ai différentes business units, j'ai différents groupes, donc des périmètres différents d'activités. Donc je peux voir en fonction de tel groupe où est-ce que se situent mes impacts et de quelle manière ils interagissent les uns avec les autres. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, le breakdown by pressures, c'est tout ce qui est quelles sont les différentes pressions qui vont s'exercer sur la biodiversité et donc comment est-ce que moi je vais pouvoir les adresser en direct. Et là, vous allez pouvoir avoir du coup les différentes pressions en fonction de quel type de catégorie d'accounting, de quel type de réalme, et donc avoir du coup une différenciation en direct sur vos résultats pour pouvoir adresser. Et donc là, par exemple, si on reste sur cet exemple-là, et on voit que pour la Business Unit 2, et par rapport à la Business Unit 1, on n'a pas le même type de pression. Et donc, on n'a pas le même type d'enjeu sur la biodiversité. Et donc, on n'a pas le même plan d'action qui en découle. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'avoir un petit peu ce niveau-là de bonne compréhension. Alors ça, encore une fois, c'est possible avec l'outil d'aujourd'hui. Ce que ça facilite beaucoup, c'est la façon dont on va te présenter, la façon dont on va pouvoir parler aussi aux différents boards des grandes boîtes, puisque vous imaginez bien quand on parle de MSA dans les boards, c'est complexe, mais néanmoins, voilà, c'est des sujets qui deviennent de plus en plus réels, en tout cas compris par les différentes directions générales et COMEX et conseil d'administration des grandes boîtes françaises. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu ça de disponible pour tout le monde. Alors, au-delà de ça, nous, ce qu'on a essayé de faire, lancer de la plateforme, c'est aussi d'en faire un contenu et de diffuser nos contenus via cette plateforme. Parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on produit de la connaissance à la fois sectorielle, c'est-à-dire en fait tout ce que fait aujourd'hui le SGPE sur le climat,
tout ce que sont les scénarios de l'AIE sur les trajectoires et les différents scénarios climatiques. Bref, toute cette ressource qui est créée au niveau mondial sur le climat, nous on essaye avec beaucoup d'humilité, je le rappelle, de le faire à notre niveau, parce qu'il y a peu de gens en fait qui le font. Là, il y a l'OFB qui est là, qui fait énormément de choses, donc on va essayer de référencer beaucoup d'éléments sur notre plateforme pour pouvoir avoir, au-delà de l'outil, un corpus de fichiers, de documents, d'explications sur à la fois l'outil, la biodiversité et d'une manière générale, comment est-ce que moi je peux adresser le sujet en tant qu'entreprise, en tant qu'institution financière, à disposition en direct sur la plateforme. Nous, ce qu'on a fait, et c'est un peu en lien avec du coup ce qu'on fait au sein de l'équipe, c'est que on ne va pas le diffuser tout seul, notre outil. C'est impossible. On n'est que 25 aujourd'hui dans l'équipe. Il y a une équipe dédiée à l'accompagnement en direct de certaines boîtes, certaines institutions financières. Mais le but, c'est pas de devenir énorme et pouvoir le faire tout nous. Non. Et puis même, ça n'aurait aucun sens. Nous, ce qu'on a fait avec l'outil, c'est qu'en fait, on l'a mis sous licence pour que des cabinets de conseil ou n'importe qui puissent proposer l'accompagnement de sa propre clientèle, de son propre réseau avec l'outil. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, des formations. On a un système de formation. Donc là, il y a Émilie qui est avec moi au deuxième rang, qui pourra répondre à vos questions si vous en avez, qui s'occupe d'ailleurs des formations au sein de mon équipe, qui est du coup responsable de l'accompagnement, de la montée en compétences, à la fois donc, ce que nous on appelle des assesseurs, donc les personnes dans les cabinets de conseil qui vont pouvoir accompagner leurs propres clients, mais également des entreprises ou des financières qui voudraient piloter en direct, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises françaises, leur maison d'empreinte, et donc d'avoir un pilotage au même titre qu'ils font un pilotage financier de leur empreinte biodiversité pour pouvoir la réduire au fur et à mesure des années, et donc ça serait sur une trajectoire de respect des objectifs environnementaux. Et donc là, voilà, on a toute une équipe et tout un contenu de formation accessible avec, on essaie de faire des prix en fonction de, bien sûr, capacité à payer, capacité à financer. Si vous êtes des académiques ou si vous êtes des entreprises, bien sûr, vous ne serez pas traité de la même manière. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir diffuser au sein même de ces concepts. Et au-delà de ça, de fournir, donc au-delà de la formation en tant que telle qui suit un cursus certifiant qui est Calliope, d'avoir un support technique dans son utilisation. Parce que comme vous l'imaginez, malgré le fait qu'on ait lancé la plateforme, ce n'est pas si simple que ça à utiliser en tant que tel, surtout les premières fois. On se trompe dans les fichiers d'entrée, on ne met pas forcément les bonnes références, on ne sait pas forcément correctement interpréter tous les résultats dans leurs détails, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure différents. Et donc ça, on a un support technique dédié, qui est surtout et essentiellement fourni au sein d'un club, qui est donc le club B4B+, qu'on travaille. Donc c'est un club d'entreprise, de cabinets de conseil, d'académiques, d'un peu tout le monde qui est le bienvenu pour pouvoir réfléchir à ces sujets-là, mais aussi en dehors de ce club, si jamais vous voulez utiliser la plateforme et que vous voulez du coup avoir un soutien pour le pilotage ou l'utilisation de l'outil. Et donc un club partenaire, donc ça j'en ai parlé, c'est le club B4B+, qui est à peu près né au même moment que le GBS, donc les années entre 2016 et 2018, puisque l'idée, c'est pas non plus de faire ça en chambre et de se dire qu'on a une équipe de développeurs qui regarde les bases de données au niveau mondial et que ça suffit. Non, c'est de le tester et de l'éprouver auprès des acteurs privés pour pouvoir avoir quelque chose d'actionnable, d'opérable et d'un peu concret. Parce que sinon, en fait, on allait vite venir hors sol. Et donc, c'est l'idée de pouvoir constamment être en interaction avec les acteurs privés pour pouvoir constamment répondre à ses besoins et faire un outil qui puisse être à la fois ambitieux d'un point de vue biodiff, parce que c'est essentiel, et sinon on nous reprochera, et deuxièmement, quelque chose qui soit aussi actionnable et opérable et donc concret pour une entreprise. Donc voilà, à quoi servent maintenant les résultats? En fait, les résultats, c'est pas rien. Parce qu'en fait, on peut dire, en fait, je suis une entreprise, je suis une maison d'empreinte, bon, très bien, j'ai cet impact-là, à peu près sur telle ou telle pression. Bon, du coup, je vais mettre en place un plan d'action pour les adresser, bon, pourquoi pas. Mais nous, l'idée, c'est de pouvoir fournir, comme je disais, un cadre qui est beaucoup plus ambitieux, et donc un cadre qui permet, à la fin des fins, de pouvoir définir des objectifs, des cibles, mais également de faire des trajectoires selon des différents scénarios. Et ça nous semble vraiment complètement essentiel, puisque sinon, en fait, on n'arrivera pas à avoir un système sur la biodiversité qui est aussi sain, entre guillemets, que celui du climat, où grosso modo, on ne peut pas prendre une action en tant qu'entreprise, en tant qu'État, sans se faire renvoyer la balle sur, en fait, votre action, elle est trop ambitieuse, c'est très rare, voire ça n'existe pas, ou pas assez ambitieuse, ou mal ciblée, ou pas au bon endroit, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir avoir ce cadre où, en fait, telle entreprise se situe en empreinte à 1 mètre km² ou en pression à tel niveau, et en fait, l'idée, tracer les trajectoires, faire une répartition des efforts au niveau sectoriel, se dire, voilà, niveau français, on a cette répartition des efforts. Sur le climat, on connaît bien. Vous, secteur automobile, vous devez être là, niveau en 2035, en 2040. Et on va la même chose au niveau biodiversité. Vous, secteur agricole, vous devez être là, parce que vous avez des enjeux particulièrement importants. Vous, secteur de la chimie, vous devez être là. Et en fait, tout ça, c'est possible.
C'est possible parce qu'en fait, on peut calculer sectoriellement les empreintes d'un secteur au niveau d'un pays. Donc, commencer à redéfinir les efforts à répartir. Et donc, commencer à faire des trajectoires individuelles, mais aussi collectives. Et donc, se dire, bah, en fait, vous, je ne sais pas, on pense par exemple à Hermès, à qui on travaille beaucoup, vous avez tel impact, vous êtes le secteur du luxe, vous devez être là ou là, et ben en fait, du coup, vous devez faire des efforts pour être sur votre trajectoire sectorielle. L'idée, c'est de pouvoir créer cet environnement pour pouvoir avoir une vérification, un vrai pilotage de l'État, puisqu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de pilotage possible de l'État au niveau des différentes filières et des différents secteurs. C'est impossible en fait de savoir si tel secteur est au niveau ou pas. En fait, on n'est pas du tout dans ce niveau de maturité en tout cas. C'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est ce qu'on essaie de créer, de participer à cette réflexion-là, mais on n'y est pas. Et donc de pouvoir aller dans cette direction-là grâce à un outil, mais surtout grâce à un cadre méthodologique qui permet à la fin des fins d'avoir son empreinte, mais de travailler sur des trajectoires. Donc ça, c'est voilà, j'ai mis quelques exemples ici. Et puis bien sûr le lien avec le reporting, hein, voilà, on note, ça c'est très rationnel, mais là vous êtes une entreprise, une institution financière, vous faites vos données d'empreinte, et vous pouvez cocher telle case et telle case de votre reporting, et donc de pouvoir non seulement faire un tick de box, mais aller un petit peu au-delà, et d'en faire quelque chose, et d'en faire un vrai outil de pilotage qui puisse à la fois servir vos rapports de durabilité, un rapport TNFD, SBTN le cas échéant, si vous êtes plus ambitieux que les autres, et sinon dans tous les cas vos exigences réglementaires, et donc pouvoir avoir quelque chose de vraiment pilotable à la fin. Voilà, pour vous dire qu'en fait, pour l'instant, elle n'est pas encore complètement disponible, qu'on va la rendre disponible le 6 octobre prochain. C'est très vite, très bientôt. On est encore en phase de réglage, d'affinage de quelques éléments de vitrine. La plateforme est prête en tant que telle, mais on veut aussi avoir un vrai parcours client, etc. Ça va être lancé pendant la plénière de notre club. En fait, du coup, notre club, j'en ai parlé, le club B4B+. Là, vous avez les membres qui sont affichés ici. Bien sûr, il y a d'autres membres et d'autres partenaires. Voilà, l'OFB n'est pas mentionné, mais bien sûr toujours invité et toujours présent quand il le peut. Puis voilà, toute l'idée, c'est de pouvoir avoir ces écosystèmes d'acteurs. Et donc là, l'idée, c'est qu'on présente ça. Si vous voulez et ça vous intéresse, le club, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez être là 6 octobre, pareil, n'hésitez pas à m'écrire. On peut bien sûr discuter d'un peu de tout ça. Mais le lancement grand public en tant que tel, ce sera le 28 octobre. On a fait un petit QR code, c'est pour vous inscrire au webinaire qu'on va organiser. Et donc, la plateforme sera disponible à partir du 6, mais le lancement, on fera un séminaire de présentation beaucoup plus détaillé que ce que je vous fais aujourd'hui, avec beaucoup plus de cas d'usage et une plateforme directement disponible que vous pourrez tester le 28 octobre entre 14 et 15 h. Si vous voulez inscrire, donc vous avez le QR code ici que je laisserai. Voilà, il me reste 7 minutes, donc j'étais un peu plus long que prévu, désolé, mais ça nous laisse quand même un tout petit peu de temps pour des questions. Et donc, si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous va si je vous fais circuler le micro que vous pouvez remonter? Je crois qu'il y a une question là-bas. Merci beaucoup. Ah merde, mais moi j'entends pas du coup. Merci. Moi j'ai pas. Ok. Je vais essayer de parler fort. Ouais. Du coup, je travaille dans une boîte qui fait de l'analyse, qui utilise la méthodologie PEF de la Commission européenne. Et j'ai entendu que la Commission européenne allait intégrer un nouvel indicateur de biodiversité qui n'existe pas encore dans la méthode PEF. Et donc ma question c'est quelle différence entre la méthode PEF quand elle aura intégré cet indicateur, entre l'indicateur en tant que tel, biodiversité de la méthode PEF, et votre méthodologie, quel lien, quelle différence, quelle comparaison? Alors la méthode PEF, si je m'abuse, c'est de l'ACV, on est d'accord? Donc c'est une base ACV. Nous on utilise toutes les bases de données ACV en fait dans le GBS, on ne les utilise pas toutes. Et je ne sais plus si on utilise ça là. Ouais, on l'utilise. Ouais. Émilie vient de me confirmer qu'on l'utilisait. Pour l'indicateur biodiversité au sein de PEF, je ne sais pas ce que la commission entend faire. Ce que je sais par contre, c'est que la commission organise pas mal de discussions et structure toute la réflexion qu'on a en ce moment sur les différentes métriques. Je vous ai présenté aujourd'hui la MSA. En train de métrique d'empreinte, il y en a une autre par exemple en Europe qui est un petit peu utilisée, un petit peu moins, mais c'est le PDF. En général, c'est un peu plus présent dans les bases de données analyse de cycle de vie. Pourquoi? Parce que c'est intégré temps. Et que, en fait, par définition, les bases ACV, en général, elles sont en général intégrées temps. Nous, on a, comme vous l'expliquez, désintégré temps. On parlait de MSA km², on ne parle pas de MSA km² point heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on croit à une comptabilité un peu plus, comme j'expliquais, perte accumulée, perte périodique, donc pouvoir avoir ce vrai pilotage et donc cette vraie trajectoire qui ne sont pas permises avec des notions d'intégré temps. Je ne sais pas ce que compte faire la commission avec son indicateur biodiversité dans le PEF. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que ce sera compatible avec, grosso modo, tout ce qu'on essaie de faire. La commission est bien au courant de ce qu'on fait et ce que fait le marché français. Donc ça m'étonnerait qu'elle fasse quelque chose de complètement hors sol.
Et donc pour l'instant, nous, on n'a pas été consultés, il ne me semble pas, par rapport à ce sujet-là. Mais s'il y a une bonne réflexion, on va les contacter pour savoir un petit peu ce qu'il en est et voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait, le cas échéant, intégrer ça dans notre outil. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire appel à toutes les bases de données des ACV pour pouvoir avoir tout le catalogue de produits. Par exemple, la base de données ADEME des analyses de produits, c'est génial d'un point de vue climat. Il faudrait qu'on ait ça d'un point de vue biodive. On en a quelques-unes, des centaines, quelques milliers, mais ça ne suffit pas du tout. Il en faudrait beaucoup plus. Et donc, toutes les nouvelles bases de données qu'on pourrait intégrer dans l'outil sont les bienvenues, tant qu'elles sont bien sûr open source, etc. Voilà. Alors moi, j'ai une question. Alors déjà, félicitations à toute l'équipe. Franchement, gros travail. Voilà. J'en ai plein. Je vais focaliser sur une question. Je suis acheteur de base et c'est là-dessus. En fait, j'aimerais connaître la finesse des données achats que vous utilisez. Je prends 3 exemples. En matière d'énergie, si on parle de géothermie, de biomasse, d'électricité, si on vient de France, de Hongrie, etc., forcément, les données vont être très différentes. Ou bien des semences. Si c'est des semences très consommatrices en eau, les données vont être très différentes. 3e exemple pour que tout le monde peut-être comprenne, des achats de seconde main. Par exemple, l'IT. Moi, acheteur, je suis en capacité d'acheter soit du neuf, soit de la seconde main. Est-ce que toutes ces données, elles sont intégrées dans votre modèle? Attendez, je remets mes... Non, mais très bien, merci beaucoup pour votre question. En fait, nous, en général, quand on travaille avec des boîtes, et en particulier les départements achats, on a 2 enjeux. On a la finesse et la robustesse des données de l'entreprise. Ah. J'entends rien. Ah merde. Ça s'est déconnecté. Ça s'est déconnecté. En fait, du coup, ouais, mais j'en ai un, c'est bon. Hein. C'est gentil. Du coup, en fait, on a deux enjeux principalement quand on travaille avec les départements achats. On a du coup la finesse et la robustesse de leurs propres données, leur organisation, leur structuration, à quel point en fait ils vont pouvoir remonter dans leur propre chaîne de valeur pour pouvoir avoir des données précises sur la propre consommation, etc., la matière première que ça va engendrer. Et le deuxième enjeu qu'on a, c'est la robustesse et la finesse de nos modèles et la capacité donc à faire de la différenciation entre des régions du monde, entre des commodités, comme vous l'avez dit, entre des différents produits, etc., etc. Donc là-dessus, en tout cas sur les 2 exemples que vous avez dit, on est capable, si vous êtes capable d'avoir une bonne traçabilité de vos données, d'avoir en fait un résultat qui est donc différencié en fonction des différents zones du monde, différents mix énergétiques, la différentes sources d'énergie. Et donc ça, en fait, vous allez avoir des résultats qui sont complètement pilotables si vos données sont précises sur le sujet. Ce qui est en général rarement le cas. Donc on a bossé avec des départements achats qui ont vraiment des données très précises. Et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à ce niveau d'analyse et on trouve ça génial. Sur les produits, vous avez discuté des produits IT. Sur les produits, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que en fonction de la disponibilité de l'ACV produit dans notre outil, on va, le cas échéant ou non, prévoir d'en développer nous-mêmes pendant l'accompagnement client. En fait, c'est ce qu'on peut faire. En général, ça nous demande 1 jour par produit, peu moins, par commo. Et donc se dire, voilà, par produit, on est capable de développer des ACV en regardant les bases de données, en analysant, en regardant les données disponibles, et donc de réintégrer dans l'outil la base de données. Imaginons IT, je sais pas, clavier ordinateur. Bon, clavier ordinateur, c'est combien? Et on va pouvoir le dire. Je ne sais pas si aujourd'hui on a un clavier ordinateur dans notre base. Mais en tout cas, ça serait intéressant de pouvoir l'avoir à terme. Et donc typiquement, ce genre de choses, c'est en fonction de la discussion qu'on va pouvoir avoir avec l'entreprise avec laquelle on accompagne. Et pour les consultants qui accompagnent eux-mêmes leurs propres clients, ils ont capacité de faire appel à nous en disant voilà, j'accompagne les clients, il me faudrait tel produit, vous pouvez l'intégrer rapidement, nanana, nanana. Et dans ce cas-là, on a de bons dialogues avec les bons consultants. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il me reste 1 minute 40. Ouais, bien sûr. Français de la biodiversité, donc sur une démarche pour aider les entreprises à intégrer la biodiversité dans leurs décisions. Je voudrais savoir si les deux initiatives sont liées. Complètement. En fait, là où l'Office français de la biodiversité est beaucoup plus large et englobant que nous, c'est que nous, en fait, on n'est qu'un outil. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est qu'un outil au service de programmes tels que le programme de l'OFB, ou d'autres programmes, ou d'autres cadres de reporting, ou d'autres cadres réglementaires, etc., etc. Nous, on permet, d'une certaine manière, à certaines boîtes qui veulent faire selon la nôtre, il y a d'autres façons de faire aussi, de pouvoir répondre à leurs programmes et de s'inscrire dans cette démarche-là, et donc via le GBS, d'être en cohérence avec du coup, notre programme Entreprises engagées pour la nature. Ouais. S'agissant du DIAC, donc c'est vraiment l'outil qui a été développé à destination des TPE-PME. L'idée, c'est vraiment d'avoir
cette espèce d'ébauche de compréhension pour une entreprise, de se dire, en fait, moi, j'en suis à peu près là, d'un point de vue de ma connaissance des pressions, j'en ai parlé tout à l'heure, de connaissance de où est-ce que j'en suis donc, dans mon compréhension. L'étape d'après, pour une entreprise, pour une PME, une ETI, c'est de pouvoir aller vers la mesure d'empreinte ou vers un vrai pilotage de pression avec d'autres outils. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est vraiment, ça s'inscrit un petit peu dans ce lien-là entre des outils, des différents cadres. Et donc, le GBS permet aussi, par exemple, de faire un diag, même si c'est peut-être un peu overkill par rapport à ce qu'on pourrait faire et aux données disponibles qu'on aurait dans le cadre d'une PME ETI. Voilà. Bon, je crois que c'est fini. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Et on reste un peu ici si vous voulez échanger, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup.